Bienvenue sur le podcast de l'université. Un podcast pour notre université engagée. Pour notre université ouverte sur le monde. Pour la recherche, l'innovation et les transitions. Pour raconter l'histoire et vos histoires. En bref, un podcast qui fait vivre l'actualité de l'université de Franche-Comté. Bonjour à tous et bienvenue dans la deuxième partie de notre podcast en compagnie de Stella Cambronne. Dans ce nouvel épisode, nous poursuivons notre exploration du monde de l'apprentissage à l'âge adulte pour apprendre à réapprendre et développer tout son potentiel d'apprentissage. Pour entamer ce deuxième épisode, nous allons passer à l'aspect un peu plus théorique, plus scientifique de ce système d'apprentissage à l'âge adulte. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que sont les biais cognitifs et comment ils influencent notre apprentissage ? Les biais cognitifs, c'est un langage un peu, on va dire, de chercheur, hein. Mais si je devais reformuler ce que sont les biais cognitifs, je dirais que on voit le monde à travers un filtre, voyez-vous, et ce filtre-là, on n'en est pas toujours conscient. Ce sont apparemment les chercheurs en psychologie Daniel Kahneman et Amos Tversky, en 1974, qui aurait introduit le concept de biais cognitif pour, si vous voulez, désigner une déviation dans le traitement cognitif d'une information. Et la nature des biais cognitifs, c'est pas assez clair. Van Loon en parle en 2018. C'est un point que j'aborde, je prends le temps de le définir à la page 60 de mon ouvrage, en juste 2 paragraphes, vous voyez, pour un peu, en tant que chercheur aussi, nourrir la réflexion. Mais retenez simplement que les biais cognitifs, ce sont des filtres que nous mettons pour appréhender, pour décrire, pour saisir, pour enregistrer une information. Vous avez ce qu'on appelle le biais de confirmation. Ce sont des personnes qui ne vont accepter que des informations qui valident leur propre façon de penser. Vous avez également le biais du conformisme. Ce sont des personnes qui souhaitent, rentrer dans un moule. Je suis dans une formation, que ce soit, quelle que soit la discipline, vous voyez, parce que l'ouvrage n'est pas spécifique à une discipline. Je suis dans une formation, aussi bien en initiale qu'en continu, et je me rends compte que tout le monde fait des fiches. Et donc, surtout celui qui répond tout le temps aux questions, et puis où le formateur valide ce qu'il dit, lui, il fiche. Et donc, quelqu'un qui a un biais de conformisme, c'est quelqu'un qui va pas chercher à savoir comment lui il fonctionne de manière optimale, mais qui va être constamment en train de placarder les modalités de travail, les méthodes d'apprentissage de l'autre. Donc, on n'est pas toujours conscient de ces filtres-là. Et certains en sont conscients généralement lorsqu'ils sont confrontés à quelqu'un d'une autre culture. Là, c'est beaucoup plus flagrant. Vous voyez, si vous partez par exemple au Japon, à Singapour, aux États-Unis, en Inde, ou même dans la Caraïbe, et que vous êtes confronté je vais dire par exemple, allez, prenons un exemple qui peut être assez général. Prenons la notion du respect. Ce qui pour vous est une évidence ne l'est pas pour d'autres. Et au contact d'une autre culture, on se rend compte qu'on n'est pas la norme, qu'il y a d'autres façons de faire, et que ce qu'on considère dans notre culture qui est quelque chose qu'on qualifie d'irrespectueux, pour d'autres, ça ne l'est pas. Vous voyez, dans certaines cultures, par exemple, ce que vous êtes en train de faire là, imaginez que vous êtes une de mes étudiantes, vous êtes quand même en train de me regarder dans les yeux, hein. Et c'est inadmissible, Inès, c'est inadmissible. Vous voyez, donc dans certaines cultures, le rapport entre le formateur et l'apprenant, entre l'enseignant et l'élève, est caractérisé par aussi le langage corporel qui est mis. Et donc, on n'a pas, il est considéré comme irrespectueux de regarder dans les yeux celui qui vous forme. Vous voyez? Allez dire ça à un Français. Vous comprenez? Donc, les biais cognitifs, c'est vraiment des filtres.
Et là, j'ai pris un peu, si vous voulez, le cas de biais dans le domaine social. Mais appliqué à l'éducation et appliqué à l'apprentissage, ça peut faire des dégâts. Et quelles sont les stratégies d'apprentissage que vous conseillerez à nos étudiants pour maximiser leurs compétences? Écoutez, je dirais que la première étape pour surmonter ces biais, ces filtres-là, que nous pouvons avoir pour appréhender une tâche, c'est de reconnaître qu'ils sont là. Vous voyez? Si vous voulez surmonter un problème, vous devez accepter que là, il y a un problème. D'abord, c'est la première étape. Et puis cette deuxième étape de dire: «Je veux dépasser les biais cognitifs» ou «Je ne veux pas je veux que ces biais ne m'influencent pas, négativement». Je dirais premièrement, c'est penser et agir au quotidien avec une idée plus objective des choses. Ne pas se contenter de dire: «On m'a dit». Avoir une vraie fondation, hein. Pourquoi je crois ce que je crois? Pourquoi voilà, cette information, je la tire d'où? Donc vraiment penser et agir au quotidien avec une idée plus objective des choses. Une deuxième stratégie pour surmonter ces biais, ces filtres qu'on a, c'est d'assouplir ses positions dans les rapports aux autres. Accepter qu'une méthode qui n'a pas marché pour vous, par exemple, peut marcher pour quelqu'un d'autre. Accepter que quelqu'un puisse faire autrement. Troisièmement, je dirais une façon de surmonter ces biais cognitifs, c'est d'être plus indulgent dans les représentations qu'on se fait des autres. Parfois, mes étudiants, dans les enquêtes que j'ai pu mener parfois avec certains de mes étudiants dans le cadre de certaines recherches-actions, le retour que j'ai de mes étudiants, c'est: «Madame, ce prof-là, il est vraiment pénible» ou «Il est ci» ou «Il est ça». La façon dont ces étudiants-là perçoivent l'enseignant affecte également ce que transmet l'enseignant. Vous voyez? Ils ont parfois du mal à dissocier la personne qu'est l'enseignant ou l'enseignant-chercheur ou le formateur qu'ils ont eu du contenu. Et une quatrième stratégie, c'est être plus ouvert, moins crispé sur ses propres positions, bien sûr, dans le respect de ses valeurs. L'idée n'est pas de dire il faut penser autrement juste pour penser autrement. Et puis je dirais enfin, bon, j'aborde un peu plus de stratégie dans l'ouvrage, mais abordons un cinquième point, c'est acquérir un esprit scientifique dans la façon d'aborder n'importe quelle thématique. Vous voulez être jardinier? Excellez dedans. Vous voulez être juriste? Excellez dedans. Vous voulez être médecin? Excellez dedans. Quand vous avez une position, quand vous apprenez quelque chose, apprenez-le de la manière la plus excellente possible. N'allez pas dans de l'à peu près. Et c'est une façon pour vous de formater votre cerveau. La recherche avance, on est conscient de ça. Donc c'est pas parce que hier vous avez pensé de telle manière sur un point au regard peut-être de la recherche ou d'autres ou autres, hein, puisque c'est pas que la recherche qui inspire votre façon de penser. Vous pouvez avancer au fur et à mesure, mais vraiment adopter cet esprit un peu scientifique, un peu objectif des choses dans la mesure du possible, hein, parce que tout ne se vérifie pas scientifiquement non plus. Votre ouvrage donne-t-il des conseils pour tout type de profil, que ce soit des étudiants en droit, en lettres ou bien en médecine? Donc c'est vrai que dans cet ouvrage de 50 fiches, j'aborde à peu près pas mal, une cinquantaine quand même de méthodes d'apprentissage. Écoutez, quel exemple je pourrais prendre? Prenons l'exemple de ce qu'on appelle la méthode de la feuille blanche. La méthode de la feuille blanche, elle est applicable dans pas mal de contextes. Vous êtes étudiant en droit, en sciences humaines et sociales, en médecine ou autre. Et puis là, vous avez un examen, des partiels, un concours, euh, une formation où vous devez rendre compte et vous devez apprendre en fait un certain nombre d'informations que vous allez devoir restituer d'une manière. Mais la méthode de la feuille blanche, elle est, on va dire, à 80% très efficace. C'est-à-dire que je peux apprendre une information et puis une fois que je pense que cette information elle est apprise, donc un cours, un chapitre, je prends une feuille blanche et je commence à réciter tout ce que je pense que j'ai retenu de ce que je viens d'apprendre. Et ensuite, je compare mon cours, voilà, le contenu avec ma feuille blanche pour voir est-ce que j'ai bien
tout mémoriser. Et si ce n'est pas le cas, je retourne cette feuille blanche ou je prends une autre feuille blanche. Je préfère retourner pour qu'on reste un peu écologique. Je retourne cette feuille blanche et puis je retourne à nouveau apprendre ce que je viens d'apprendre, en insistant bien sûr sur les points que je pensais avoir retenus, mais que j'ai oublié de restituer à nouveau. Donc la méthode de la feuille blanche, elle semble très basique, mais c'est une façon de matérialiser ce que je pense connaître. Il y a une autre méthode aussi qui est encore utilisée par exemple dans le domaine des arts, le 7e art, par les acteurs. C'est ce qu'on appelle la méthode des lieux, l'OCHI, L-O-C-I. La méthode des lieux, donc imaginons, je vous donne un exemple concret, imaginons que vous êtes dans votre maison et que vous connaissez par cœur où se trouve la salle de bain, où se trouve la cuisine, où se trouve la salle à manger, le salon, la chambre, le bureau, la terrasse, le jardin. Vous avez ces différents lieux-là et donc vous allez, imaginons que vous ayez, on va dire, 10 points à apprendre. Quel que soit son format, que ce soit 10 chapitres, 10 points, 10 idées, bref. À chaque chapitre, vous allez y associer un lieu où vous allez apprendre. Et donc, vous allez vous créer ce qu'on appelle ce parcours-là. Vous allez vous créer un parcours. Et donc là, je donne cet exemple de parcours physique. Et vous devez vous assurer que ce parcours, vous le connaissez vraiment les yeux fermés. C'est quoi le principe? C'est que d'une information nouvelle, on va venir l'associer à une information ancienne. L'information ancienne, c'est le parcours et l'information nouvelle, c'est le chapitre 1 que vous allez apprendre dans la cuisine. Et donc, dans la cuisine, vous allez, voilà, comme ça, apprendre votre leçon dans la cuisine. Vous vous déplacez dans la cuisine, vous touchez des objets, vous racontez ce cours-là sous forme d'histoire, etc. Et puis, une fois que vous pensez que vous maîtrisez le chapitre 1, vous fermez votre cahier, si c'est cahier, ou bien votre tablette, et puis vous commencez à réciter votre cours dans la cuisine. Et vous répétez ce schéma-là sur plusieurs lieux. Et ça me fait penser à un apprenant que je suis, qui s'appelle Mike, qui est en 5e année de médecine, et qui, pendant toute sa scolarité, avait des moyennes assez, voilà, 10, 11, 12. Et après avoir appliqué cette méthode, aussi bien la méthode de la feuille blanche, la méthode des lieux et d'autres méthodes que j'aborde dans l'ouvrage, ces derniers résultats, 18, 16, 16, 16, 16, 16. Vous voyez, donc c'est vraiment possible d'optimiser son potentiel. Merci pour vos réponses. Est-ce que maintenant vous pouvez nous dire quels sont vos projets futurs en matière de recherche ou bien d'écriture? Écoutez, merci beaucoup pour cette question. J'ai pas mal de projets de recherche en chantier qui sont en cours pour l'instant, que ce soit par rapport à l'IA, que ce soit par rapport à suite à la réforme de la voie professionnelle. Donc, je travaille avec l'Académie de Versailles sur les questions justement des tests de positionnement en français et en maths et comment ça va permettre d'améliorer un peu les stratégies pédagogiques que les enseignants vont déployer à l'issue des résultats de ces tests-là. Mais spécifiquement par rapport à cet ouvrage-là, j'aimerais bien idéalement en proposer un format illustré et un format un peu plus simplifié pour que les parents puissent pouvoir se l'approprier pour pouvoir également aider leurs enfants. Vous voyez, même si le titre c'est apprendre à l'âge adulte en 10 étapes ou en X étapes, les informations qui sont données dans l'ouvrage permettent également d'outiller tout adulte qui veut à son tour accompagner d'autres personnes dans leur processus d'apprentissage, aussi bien des enfants, des ados que des adultes. Et je dirais un deuxième projet également, donc s'il y a quelqu'un qui m'écoute et qui souhaite participer à ce projet de traduction, il m'a été demandé de le traduire dans plusieurs langues. Donc s'il y a des personnes qui veulent travailler avec moi sur ce projet de traduction, ou s'il y a des graphistes qui m'écoutent et qui veulent travailler sur un format illustré de cet ouvrage, n'hésitez pas
à me contacter sur mon adresse professionnelle, stella.cambronne. Donc Stella, S-T-E-2-L-A, Cambronne, C-A-M-B-R-O-N-E, @univ, univ-fcompte.fr. Voilà. Donc, je dirais pour l'instant, voilà, ce sont un peu les projets qui sont actuellement en cours. Et enfin, pour conclure cette mini-série, est-ce que vous avez des conseils pour les adultes qui se sentent découragés par le processus d'apprentissage? Il n'y a pas d'âge pour apprendre à apprendre autrement ou apprendre à mieux faire ou apprendre à bien faire. Et il y a plein d'avantages à continuer d'apprendre différemment. Il n'y a pas d'âge pour le faire et c'est un bienfait en fait sur du long terme. Donc je dirais à quelqu'un qui se sent découragé parce que peut-être il n'a pas eu un cursus linéaire ou il ne garde pas une bonne image de son cursus scolaire ou universitaire. Je dirais qu'il n'est jamais trop tard pour faire autrement. Il n'est jamais trop tard. Et aujourd'hui, avoir un tel outil comme mon ouvrage, c'est un bon point de départ. Voilà. Avec cette deuxième partie, nous clôturons cette plongée fascinante dans le monde de l'apprentissage à l'âge adulte en compagnie de Stella Cambronne. En explorant les mécanismes complexes de notre cerveau et en partageant des stratégies éprouvées, Stella nous a offert un éclairage scientifique précieux sur le processus d'apprentissage. Souvenez-vous que chaque découverte, chaque stratégie discutée ici est ancrée dans une recherche rigoureuse. Alors continuez à cultiver votre curiosité et à explorer les profondeurs de votre propre potentiel d'apprentissage. Restez à l'affût pour de nouvelles aventures scientifiques dans les prochains épisodes du podcast de l'université.